Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Commençons tout de suite par cette rencontre qui a eu lieu hier soir au ministère de la Défense entre les autorités ivoiriennes et les militaires. Cette rencontre visait à apaiser la situation qui prévaut actuellement dans les casernes militaires et trouver des solutions définitives aux préoccupations soulevées par les militaires mécontents qui ont manifesté avant-hier dans le pays. Les débats se sont donc achevés en soirée. Ils reprendront ce jeudi à 15 h. Je vous propose la déclaration finale à l'issue de cette réunion. C'est au micro de Michel Digré. Nous avons eu une longue discussion depuis 15 h. Je peux dire que pour l'instant, nous sommes en bonne voie. C'est sûr que de cette réunion va sortir des résolutions fortes pour la nation ivoirienne. Je voudrais donc, au nom de l'ensemble des caporaux, des ex-combattants, remercier le président qui, de façon instinctive, de façon rapide, s'est saisi du dossier et donc il nous montre qu'il est prêt pour nous. Nous aussi, nous allons lui montrer que nous sommes prêts pour lui. Et nous pensons que l'ensemble des soldats qui nous écoutent sont conscients que nous ne faisons pas dans le sens de détruire la nation ou de nous opposer à quelque politique que ce soit. Notre problème, il est purement militaire et il restera militaire. Nous venons d'avoir une première séance de travail avec une délégation qui représente l'ensemble des militaires qui ont manifesté hier pour exprimer un certain nombre de préoccupations. Au terme de cette première séance de travail, je voudrais vous annoncer que nous avons fait d'énormes progrès. Et nous avons souhaité donc nous retrouver demain à 15 h dans cette salle pour pouvoir conclure sur les différentes questions que nous avons évoquées. Le pesage routier est désormais effectif en Côte d'Ivoire. Le démarrage officiel a eu lieu au poste d'Alokwa sur l'autoroute du Nord en présence de notre reporter Hugues Hervé Blé. Situé à 5 km d'Abidjan, le poste de pesage d'Alokwa aura coûté un peu plus de 1,5 milliard de francs CFA. Le top départ des activités de ce qui désormais est un passage obligé pour tout poids lourd empruntant l'autoroute du Nord en direction de Yamoussoukro a été lancé par le Premier ministre Danek Ablan en Duncan. Le poste de pesage à basse vitesse financé par l'UEMOA l'a été dans le cadre de son programme de lutte contre la surcharge routière dans ses États membres. Notre institution communautaire est très sensible à la préservation du patrimoine routier. C'est pourquoi la commission de l'UEMOA a entrepris de financer la construction d'une station de pesage clé en main dans chacun des États membres aux sorties des ports et sur les corridors communautaires pour un montant global d'environ 8,1 milliards. Préserver le réseau routier national reste pour le gouvernement une préoccupation majeure. Le Premier ministre le note, la station de pesage désormais à sa disposition va l'aider à contrôler les poids lourds et surtout freiner les méfaits de leur surcharge sur bon nombre de routes ivoiriennes. Le taux de surcharge actuel excède 70%, ce qui veut dire que plus de 7 camions sur 10 sont en surcharge. Cette donnée nous situe sur l'ampleur des dégâts causés sur nos routes. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel au civisme et à la responsabilité des transporteurs pour que cette première station inaugurée en Côte d'Ivoire soit le symbole de la réussite de notre programme de préservation de nos routes et autoroutes. Bouaké, Diokwe, San Pedro, Abengourou, Soubré et Ferkessédougou sont les villes choisies pour abriter les prochains postes de pesage. 6 nouveaux postes de pesage verront donc bientôt le jour grâce à un financement de 1,5 million € de l'Union européenne. La question de l'industrialisation des pays africains sera ce jeudi au centre des préoccupations de la communauté internationale. Aujourd'hui, donc 20 novembre, les opérateurs économiques africains et les partenaires au développement vont se mobiliser autour de l'appui international en faveur du développement industriel de l'Afrique. Les précisions de Zani Gabriel. L'industrie créatrice d'emplois, déclencheuse de progrès technologiques, pourvoyeuse de recettes pour les États, l'importance des industries n'est plus à démontrer dans les économies des pays africains.
À l'heure de la mondialisation, le défi majeur à relever pour les industries du continent reste la compétitivité, c'est-à-dire s'approprier les normes internationales pour produire tant en quantité qu'en qualité afin de conquérir les marchés mondiaux. Pour y parvenir, elles doivent être dotées de ressources humaines qualifiées, d'infrastructures économiques viables et d'un cadre juridique adéquat. Aussi, les États africains doivent-ils avoir une concordance de vues pour parler d'une seule et même voix en matière de négociations commerciales, notamment dans le cadre des accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne et dans les négociations avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Autre défi majeur à relever pour le secteur industriel africain, celui de soutenir l'Afrique dans son combat pour l'éradication de la pauvreté. À toute cette problématique, gouvernants, experts et industriels africains tenteront d'apporter des réponses en ce 20 novembre 2014, date à laquelle est célébrée chaque année la Journée mondiale pour l'industrialisation de l'Afrique. On en arrive à la deuxième édition du Salon international de la géomatique. Au centre des échanges, la contribution des technologies de l'information et de la communication dans le développement local. L'initiative est du Comité national de télédétection et d'information géographique. Grace Kando. La géo-information permet d'avoir des informations en temps réel sur les communes, villes, districts et régions d'un pays. Ces informations permettent aux élus locaux de répondre aux différentes préoccupations des populations, notamment la mobilisation des ressources, l'accès équitable à l'éducation et la protection de l'environnement. D'où la tenue de ce deuxième salon international de la géomatique, dont le thème est « Géo-information, outils de planification et de bonne gouvernance au service du développement local ». Au cours de cette rencontre, plusieurs panels sont au menu, entre autres, le rôle des régions en matière de planification et de développement local et l'apport des TIC pour l'émergence d'une société africaine. Ces panels sont spécialisés et donnent des informations très détaillées aux utilisateurs qui sont les élus locaux afin de s'orienter. Donc chaque panel correspond à une thématique, une sous-thématique qui est en fait la solution à des problèmes qu'on rencontre dans ces domaines-là. Les technologies géospatiales sont un important outil pour la prise de décision, pour aider les communautés à la base dans leurs activités de planification, dans leurs activités de prise de décision qui affectent la vie des communautés au niveau local. Une initiative qu'apprécient les participants. Et cet échange apporte beaucoup à chacun de nos pays pour être au même niveau et faire progresser les choses en matière de géomatique. Ces différents panels sont animés par des experts nationaux et internationaux. En novembre sera également célébré le 25e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'homme. L'édition de cette année a pour thème « Protection des enfants contre les violences, bilan et perspectives 25 ans après l'adoption de la Convention ». On écoute la déclaration du gouvernement lue par la ministre Anne Désiré Oloto. Les propos sont recueillis pour vous par Sidonie Davila. À l'instar de nombreux pays, la Côte d'Ivoire commémore chaque 20 novembre la Journée internationale des droits de l'enfant. Le thème choisi pour cette année est « Protection des enfants contre les violences, bilan et perspectives, 25 ans après l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, CDE ». Le gouvernement ivoirien, à cette occasion, entend faire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant un instrument dans la préservation de ses droits. Au titre du renforcement du cadre juridique de protection de l'enfant, le gouvernement vient d'adopter la politique nationale de protection de l'enfant, PNPE, qui vise à lutter contre les violences, abus et exploitations à l'encontre des enfants. À cet effet, le gouvernement a mis en place un comité interministériel de mise en œuvre et de suivi de la politique nationale de protection de l'enfant. Le gouvernement a mené des actions concrètes de protection des enfants ayant trait à l'élimination de la traite et des pires formes de travail des enfants, la mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique aux enfants, Allo 116, enfants en détresse, l'institutionnalisation du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire. Toutes ces actions ont pu être menées grâce à la volonté politique
affiché de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui fait de la protection de l'enfant une priorité. Avec lui, Madame Dominique Ouattara. Le gouvernement, pour ce 25e anniversaire, s'engage à mieux défendre le droit des enfants et leur assurer une meilleure protection, car cela y va de la survie de notre société. Place maintenant à la réalisation de cette étude qui vise à améliorer le taux de scolarisation et le maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire. Les résultats de l'étude viennent d'être remis à Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Éric Goré, Serge Gangoma. La scolarisation et le maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire est un enjeu national qui apparaît comme un défi important pour la Côte d'Ivoire, car 48% des jeunes filles abandonnent les cours avant la classe de CM2. Plusieurs actions ont été donc posées dans ce sens depuis 2011, faisant passer l'indicateur de 5% en 2011 à 10% en 2014. Ce chiffre envoie la Côte d'Ivoire à un rang honorable pour son éligibilité au programme Millennium Challenge Corporation. Nous sommes déjà éligibles parce que nous avons satisfait aux 10 indicateurs requis. Nous étions à 9 indicateurs sur 10, on a eu les 10, donc on est éligible. Et le gain que l'on pourrait avoir, c'est l'accompagnement financier. Après des études menées par les différents experts du système éducatif pour booster la scolarisation de la jeune fille et de son maintien à l'école, les résultats ont été présentés au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Mesdames et messieurs les experts, votre contribution à documenter le faible taux de maintien des filles dans le cycle primaire est un appui inestimable au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La documentation que vous mettez à notre disposition, résultat d'un travail scientifique et technique rigoureux, nous permettra de disposer de données qualitatives et quantitatives fiables pour une gouvernance plus affinée de l'école ivoirienne et partant pour une contribution substantielle à l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au MCC. Les documents et supports de communication ont été remis au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour continuer la sensibilisation. Sans réelle surprise, le nouveau président burkinabé Michel Kafando a nommé le lieutenant-colonel Zida au poste de Premier ministre. Il continuera donc de jouer un rôle clé dans la transition. La formation du nouveau gouvernement est prévue pour ce jeudi 20 novembre. L'équipe doit entrer en fonction vendredi et mener le pays aux élections dans un an. Direction la Suisse, l'Ivoirien Jérôme Akebeda, sommelier et maître d'hôtel, officie dans le pays. Il a été élu cette semaine sommelier de l'année par un prestigieux guide suisse. On dit qu'il y a plus à dire dans un verre de vin que dans un livre. Il sait de quoi il parle, Jérôme Akebeda. C'est un expert. Ce sommelier d'origine ivoirienne vient d'être élu par le guide Goemio meilleur sommelier suisse pour l'année 2015. Jérôme Akebeda est tombé amoureux des paysages suisses il y a 30 ans. Les coteaux du Lavaux surplombant le lac Léman et le village de Saint-Saphorin, l'environnement quotidien de ce sommelier qui dirige l'auberge de Londe, le restaurant préféré de Charlie Chaplin. Son lieu favori, sa cave bien sûr. Il bichonne ses bouteilles. Il est intarissable pour parler du chasselas, sa spécialité. En Suisse, le chasselas est particulier parce que c'est sur nos coteaux ici, il est absolument fantastique. Et quand on commence à l'accompagner avec un mets, c'est là on se rend compte de sa force. Parce que pour moi, c'est le seul cépage qui est capable de sublimer un plat de poisson. Il est aussi capable d'accompagner même une viande rouge. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ce qui me fascine le plus. Jérôme Akebeda ne se contente pas d'être sommelier, il veut aussi partager sa passion. À mesure que le nez s'ouvre,
Chaque trimestre, il organise au restaurant des soirées vigneronnes. On a le beurre d'alpage. Beaucoup de monde s'y bouscule pour l'écouter raconter les vins. Sa passion et son enthousiasme ont fait sa réputation. Quand on est sur un tartare de bœuf, la plupart des personnes ou des gens ont le réflexe d'aller sur un vin rouge, alors qu'il faut aller sur un vin blanc sec. C'est quelqu'un qui vous accueille avec beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. Et puis c'est surtout voilà, quelqu'un qui mérite amplement les reconnaissances qu'on lui accorde. C'est quelqu'un qui connaît très très bien le milieu du vin. Pour Jérôme Akebeda, son apprentissage du vin est passé par sa rencontre avec les vignerons et les œnologues. Visite ce jour-là chez Bernard Cavé et dégustation d'un vin en fût depuis 3 mois qui sera à maturité en juin prochain. Pour mieux comprendre le vin, c'est de venir à la source, de voir comment les vignerons ont travaillé, comment l'œnologue a travaillé son vin. Et c'est là qu'on perçoit le vin, la subtilité du vin. Notre sommelier a beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau de professionnalisme et même s'il vient d'un pays qui ne possède pas la culture du vin, il estime que tout est possible et que son parcours peut susciter des vocations. On peut arriver à tout, hein. Il suffit simplement qu'on s'investisse et je pense que ce n'est pas un métier qui est spécifiquement réservé aux Européens. Je pense que ça suscite des envies et ça c'est absolument fantastique et je pense que les Ivoiriens peuvent y arriver, ça c'est certain. Ça va ? Jérôme Akebeda a bousculé les us et coutumes de la sommellerie suisse. Grâce à lui, certains crus helvétiques ont même pu retrouver des lettres de noblesse. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dénoncé mardi soir une vague terroriste s'abattant sur Jérusalem, prônant une nouvelle fois la fermeté après que 2 Palestiniens ont tué 4 fidèles dans une synagogue de Jérusalem-Ouest. Barack Obama, le président des États-Unis, lui, appelle au calme. Le spectre d'une escalade des violences plane sur Jérusalem après l'attaque menée mardi par 2 Palestiniens contre une synagogue de Jérusalem-Ouest qui a fait 4 morts et plusieurs blessés. Israël a renforcé le dispositif de sécurité dans et autour de la vieille ville, ainsi que la surveillance de la synagogue attaquée, où de nombreux fidèles sont venus prier ce matin. Avec 3 ressortissants américains parmi les victimes, le président Barack Obama a condamné un acte horrible, mais appelé également les 2 parties à la raison. Dramatiquement, ce ne sont pas les premières pertes humaines qu'on voit ces derniers mois. Trop d'Israéliens sont morts, trop de Palestiniens sont morts. Et dans ces temps difficiles, je pense qu'il est important pour Israéliens et Palestiniens d'essayer de travailler ensemble à baisser les tensions et rejeter les violences. Un appel qui a peu de chances d'être entendu par le Premier ministre israélien, qui affirme être désormais dans la bataille pour Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël. Abou Mazen a condamné le massacre d'aujourd'hui, et c'est bien. Mais ce n'est pas assez. Dans l'autorité palestinienne, il y a des incitations permanentes à la violence, jour par jour et heure par heure. Promettant de répondre au terrorisme d'une main de fer, ses services ont fait sauter dans le quartier de Silwan, à Jérusalem-Est, le domicile de l'auteur d'une attaque à la voiture bélier le 22 octobre contre une station de tramway. Je trouve la décision injuste et raciste. Elle a pour principal objectif évident de faire peur au peuple palestinien. La reprise pour la première fois depuis 2009 d'une pratique jugée pourtant improductive par une partie des forces israéliennes, une pratique susceptible en tout cas d'attiser des tensions déjà très vives. Et puis, pour terminer, il y a 48 heures, l'Assemblée générale des Nations unies a formellement approuvé le rapport d'enquête publié en février dernier par une commission de l'ONU au sujet des crimes contre l'humanité commis en Corée du Nord. Elle a recommandé que le Conseil de sécurité discute de ce rapport en envisageant une saisine de la CPI. Reportage. Les Nations Unies ont fait un premier pas vers la poursuite de la Corée du Nord devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Après un débat houleux, 111 voix pour, 19 contre et 55 abstentions. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme a estimé qu'en laissant impunis les crimes commis avant son arrivée au pouvoir, le numéro 1 nord-coréen s'en rend complice et coupable. La question des droits de l'homme en Corée du Nord exige une décision forte de la part de la communauté internationale. Pyongyang a dénoncé le projet de résolution comme un complot orchestré par les États-Unis pour discréditer son régime et contribuer à sa chute.
Seul le représentant de Cuba a pris la défense de la Corée du Nord. Cette façon de mettre fin aux violations des droits de l'homme en Corée du Nord et d'envoyer le chef de la Corée du Nord à la CPI, afin que le Conseil de sécurité adopte une résolution sur cette question et qu'il puisse être puni. Les camps de concentration ont été révélés par Amnesty International l'an dernier en publiant des images satellites. On estime à 200 000 le nombre de prisonniers qui pour la plupart s'y retrouvent sans avoir fauté, alimentant ainsi les camps en main-d'œuvre. Kim Jong-il doit s'attendre à rendre des comptes devant la CPI. Premièrement, il faut que la Corée du Nord sache que son régime et son gouvernement sont dans une situation dangereuse et que son chef peut être poursuivi devant le tribunal pénal international. Outre l'aspect crime contre l'humanité, des transfuges ont témoigné devant une commission de l'ONU sur la famine durant les années 90 qui a tué plus d'1 million de personnes, éliminant les plus faibles, handicapés, enfants et vieillards. Fin de ce journal. Bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.